vous savez, parfois il y a des trucs qui nous passionnent, qui sont relativement dégueulasses, comme par exemple les parasites. Moi j'adore ça. Vous savez, ces animaux qui servent d'autres animaux pour vivre, pour faire des trucs de fou, parfois même pour les contrôler, comme avec le cordyceps, qui est un champignon parasite. Il y a de la vie qui s'est développée pour vivre dans d'autres vies, et ça je trouve ça mais tellement infâme, mais tellement incroyable. Ça fait partie des choses un peu répulsives comme ça que j'adore. Oh dégueulasse! C'est un petit peu comme regarder des films d'horreur, mais vous savez que vous allez pas dormir le soir, bah c'est pareil. Aujourd'hui, on va donc se balader dans le monde merveilleux des parasites. Le parasitisme, c'est une relation étroite entre deux espèces où un organisme appelé le parasite vit sur ou dans l'autre et lui cause bien souvent des dommages. Comme par exemple cet escargot qui se retrouve avec des parasites au niveau des yeux et c'est dégueulasse. Le parasite va mimer le fait que ça devient une chenille au niveau de ses yeux pour se faire bouffer par un oiseau. Évidemment, l'escargot est totalement aveugle à ce stade avancé. C'est dégueulasse. Et d'ailleurs, le mot parasite, il provient de la racine grecque qui signifie qui mange auprès d'eux. Les parasites, ils sont adaptés pour vivre de cette manière, ils sont faits comme ça. Et jusqu'au 21e siècle, les parasites étaient surtout étudiés par des parasitologues et non par des écologistes ou des biologistes. C'est-à-dire qu'on les classait vraiment à part, comme si c'était vraiment des trucs un peu bizarres. Ce qui est le cas, évidemment, parce que ce pauvre escargot, il a pas demandé à avoir des yeux dégueulasses comme ça. Bon, alors aujourd'hui, le parasitisme, c'est un sujet qui est très important en écologie évolutive, parce que quasiment la totalité des animaux en ont. Même nous, on va le voir un petit peu après, vous êtes probablement parasited. Alors, puisque les parasites, ils dépendent de la santé de leur hôte pour survivre, ce qu'on appelle la coévolution sur le long terme, elle peut parfois mener à une symbiose. La symbiose, c'est quand l'hôte apporte des bénéfices au parasite et inversement, le parasite apporte des bénéfices à l'hôte. Par exemple, il y a des champignons dans le sol qui vont se connecter aux racines des arbres, c'est une espèce de champignons un peu parasites finalement, sauf que ces champignons, ils vont permettre de capter des nutriments et de les donner à l'arbre. Et en échange, l'arbre, eh bien, il va donner du sucre à champignon. C'est une symbiose. J'ai de la poudre d'ailleurs de ces champignons-là que je mets dans mes plantes, il y a plein de mousse comme ça après, mais c'est super bon pour les plantes. Je suis un homme de la forêt, il y a un problème. Alors même si le parasitisme, c'est une notion qui peut être absolument dégueulasse, hein, on va pas se mentir, eh bien il faut savoir que c'est relativement essentiel à la vie sur Terre. Tandis que certains parasites appelés parasitoïdes vont tuer leur hôte, eh bien la plupart ne causent pas de problème grave. Vous avez même certains parasites qui vont jusqu'à protéger leur hôte contre d'autres parasites, comme certains virus qui vont protéger les bactéries des antibiotiques. On peut parler clairement de squatter, c'est-à-dire que le machin arrive, le parasite, il va dans son hôte, qui est un petit peu sa maison, il dit « c'est chez moi, plus personne ne rentre !» Et même les huissiers ne peuvent pas le faire sortir. Je parle pour la France, évidemment. Les parasites, ils obtiennent leurs nutriments de différentes manières. Les ectoparasites, comme on les appelle, comme par exemple les poux et les puces, vont se nourrir directement du sang ou de la peau de leur hôte. A contrario, les endoparasites comme les ténias vivent à l'intérieur de leur hôte. On a tous vu passer un jour une vidéo où il y a un mec qui évacue un ténia. Non. Évidemment, je ne peux pas le mettre ici, cela va de soi. On a l'image du long filament blanc qui part comme ça de l'arrière-train d'une personne malchanceuse. À noter qu'il y a des pilules sur internet pour se l'inoculer, pour maigrir, pour avoir un ténia, ça existe. Tu peux acheter des œufs de ténia, c'est dégueulasse. Tu trouveras une petite photo d'une petite gélule de ténia à avaler. Dans les commentaires, qui ferait ça pour 10 000 balles? Évidemment, ne le faites pas, c'est pas bon. Il y en a qui meurent. Hein. Il n'existe pas d'estimation précise du nombre d'espèces de parasites sur la planète, tellement il y en a. Mais des experts pensent qu'il y en a bien plus que d'animaux vivant librement. Et que la majorité des parasites n'a pas encore été découverte. Les parasites se sont infiltrés dans tous les aspects du vivant. La plus ancienne preuve d'une interaction hôte-parasite dans les fossiles montre un ver qui vole de la nourriture d'un brachiopode. Et tout ça il y a plus de 515 millions d'années, les amis. Tout ça pour dire que les rats existent depuis très longtemps. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils sont amis ou ennemis? Ou finalement, est-ce qu'ils ont un rôle de régulateur quelque part? Parce qu'on le sait tous, il y a un équilibre naturel qui se passe dans l'univers. Chaque trou se comble, chaque comblement se vide à un moment donné. Okay. Les interactions écologiques des parasites, qu'ils soient gros ou minuscules, sont souvent difficiles à repérer. La plupart des parasites vivent discrètement en rendant leur présence presque invisible. En général, ils sont assez petits, ce qui peut donner l'impression qu'ils jouent un rôle moins important que d'autres organismes. Mais bien souvent, ils sont nombreux. Les virus, les bactéries, c'est quelque part des parasites. Il y a une étude récente qui montre que les parasites peuvent avoir un impact aussi important, voire plus grand, que les autres espèces qui vivent de manière plus visible. Les parasites ne se contentent pas forcément de simplement ponctionner ce qu'il y a dans leur hôte pour vivre. Ils peuvent aussi, et bien souvent, ils modifient le comportement ou leur santé. Ces changements, ils ont des effets importants sur la manière dont les organismes interagissent entre eux, mais aussi les réseaux alimentaires et la compétition entre espèces. Je ne pouvais pas faire une vidéo sur les parasites sans parler de la sangsue, les amis. La sangsue, elle a une véritable histoire
avec les humains. Donc les sangsues sont des vers annélides de la classe Hirudenia, et elles se nourrissent de sang en se fixant à leur hôte grâce à des ventouses et des petits crochets, qui est absolument infâme, on va pas se mentir. Ces sangsues se retrouvent principalement dans les milieux aquatiques, comme des rivières, des lacs, des marais, mais certaines vivent aussi dans des environnements terrestres humides, tels que la forêt tropicale ou des marécages. Elles vont jouer un rôle écologique en régulant les populations d'autres petits animaux, ou en contribuant à la décomposition de la matière organique. À noter qu'à l'heure actuelle, on les utilise encore pour les humains, en médecine. On appelle ça l'irudothérapie, qui est une pratique médicale qui utilise des sangsues, principalement des sangsues médicales, qu'on appelle des iridomedicanalis, c'est les sangsues médicales. Tout ça pour traiter diverses conditions de santé. Et cette méthode, elle repose sur des propriétés thérapeutiques de la salive des sangsues qui contient plusieurs substances bioactives qui sont bénéfiques. Alors utilisée depuis des milliers d'années, cette technique, elle remonte à l'Antiquité, où les Égyptiens, les Grecs et les Romains s'en servaient pour traiter divers maux. À noter que cette pratique, elle a atteint son apogée au 19e avec le saignement. C'était une méthode de traitement alors courante. Et durant cette irudothérapie, comme on l'appelle, où on vient vous jeter comme ça des petites sangsues dans la gueule, les sangsues sont posées sur la peau du patient et en mordant, elles injectent leur salive contenant des substances telles que l'irudine. L'irudine, c'est un anticoagulant très puissant, donc en fait, plus elles vous mordent, plus vous saignez. Mais aussi des vasodilatateurs qui vont élargir les vaisseaux sanguins, des anesthésiques qui vont réduire la douleur, et des anti-inflammatoires qui vont réduire l'inflammation, on l'aura deviné. Et avant, c'était fait par ce qu'on appelle des barbiers, enfin les mecs qui coupaient les cheveux, ils vous faisaient aussi un petit traitement à la sangsue. Barbiers qui, au fil du temps, sont devenus des chirurgiens. Cette thérapie, elle est aussi utilisée pour la chirurgie reconstructrice et plastique, ainsi que pour améliorer la circulation sanguine chez les patients souffrant de maladies vasculaires. À noter que les sangsues peuvent aider à soigner des hématomes ou alors des thromboses, carrément. Les thromboses, c'est des cailloux qui vont se former dans les artères. C'est du sang coagulé, hein, c'est du boudin. Quand t'as du boudin dans les artères, c'est pas bon signe. Et donc, grâce à leurs enzymes, leurs anticoagulants et tout le bordel, elles arrivent à dissoudre ces cailloux. Attention, si vous avez un caillou gros comme ça dans votre veine porte hépatique, c'est terminados. Hein. On part sur une petite transplantation des familles, les amis. Et si on a un rhume, on se met pas des sangsues dans le nez, ça ne marche pas. Il y en a qui ont essayé, ça a mal fini. Bon, ça, c'est le petit parasite bien classique des familles, mais il existe une classe supérieure qu'on appelle les hyperparasites. Je fais l'avion, veuillez circuler, sortie de secours sur le côté, bonjour. Accrochez-vous bien parce que les hyperparasites sont des parasites qui vivent sur des parasites. C'est le parasite centipède. Bon, sauf qu'il se mange pas forcément le fion. Bon, bref, vous avez un exemple classique qui est celui des guêpes parasitoïdes comme l'Isibia nana, qui va pondre ses œufs sur ou dans des larves d'autres guêpes parasitoïdes, telles que Cotesia glomerata ou Cotesia rubecula. Ces dernières vont parasiter les chenilles de papillons, comme le petit papillon blanc du chou, le Pieris rapae. Les champignons, ils peuvent aussi être des hyperparasites. Par exemple, Rhinotrichella globifilera, qui va se nourrir des parties mortes du champignon Hypomis, c'est-à-dire que c'est un champignon cannibale, nécrophage. Il mange ses copains morts, le champignon. Il faut le savoir, c'est pas moi qui le dis. Et ensuite, ce champignon va parasiter un autre champignon qui s'appelle le Fomes hemitephorus pour aller coloniser le bois de hêtre qui est sur le sol. C'est la fête aux champignons. Tout le monde se bouffe. Imaginez, on faisait ça à notre échelle humaine. C'est-à-dire que dans les cimetières, vous verriez des gens se faire une petite dégustation de cadavres. Il n'y a pas de problème. Vous avez certains insectes, tels que des mouches de la famille des Tachinidae, qui vont pondre leurs œufs sur des insectes parasites. Donc encore une fois, ça se parasite sur parasite sur parasite. Ce sont les hyperparasites. On a compris que maintenant, les parasites, ils jouaient un rôle très important dans les réseaux alimentaires. Je te bouffe, t'es mort, je te bouffe, je te parasite, t'es mort, je te rebouffe. Bonjour, je te chie. Alors les réseaux alimentaires, c'est-à-dire les chaînes complexes d'organismes qui se nourrissent les uns des autres dans un écosystème. En incluant les parasites dans ces réseaux, eh bien on observe des changements très importants dans la manière dont les espèces sont liées entre elles. Par exemple, dans un marais salé en Californie, les parasites étaient impliqués dans 78% des connexions entre les espèces et augmentaient la connectivité de 93%. Ça signifie qu'ils jouent un rôle clé dans la stabilité du réseau alimentaire. En fait, les parasites, ils montrent que les niveaux intermédiaires des chaînes alimentaires, c'est-à-dire ceux qui sont au milieu de la chaîne, eh bien, ils sont plus sensibles aux menaces, car ils sont vulnérables à la fois aux prédateurs et aux parasites eux-mêmes. L'idée derrière ça, c'est que ça peut remettre en cause la pyramide alimentaire, celle dont on a tous l'image. L'humain tout en haut, là, qui mange tout ce qui est en bas, surtout les poulets. Les poulets sont tout en bas. Les pauvres poulets, on en mange combien par an sur la planète? C'est bon aussi le poulet, on va pas se mentir. Et en fait, cette pyramide, elle pourrait être remise en question, notamment tout en haut, hein, où on a tendance à se situer, parce que ça pourrait être tout
tout simplement les parasites, hein, tout là-haut. En fait, ça dépend de l'échelle, hein, qu'on prend, évidemment. Pendant longtemps, les parasites, ils ont été ignorés dans les études écologiques, parce qu'on pensait qu'ils n'avaient pas beaucoup d'impact sur la biomasse, c'est-à-dire la quantité totale de matière vivante dans un écosystème. On peut pas dire que chacun a son rôle parce que, voilà, il est à sa place, c'est parce que le système s'est construit comme ça. Au fil des millions d'années, il y a eu cette construction avec divers organismes qui sont développés en fonction de leur environnement et des autres qu'il y avait autour d'eux. Donc c'est pas lui, il est à sa place, non. Il est là parce qu'il a évolué grâce à tout ce qui l'entourait. Cependant, vous avez des recherches récentes qui montrent que les parasites, ils peuvent représenter une biomasse qui est comparable à celle des grands prédateurs. Ça veut dire que les parasites ont autant de masse, si on les voyait, hein, parce qu'on les voit pas, que, je ne sais pas, des éléphants, des tigres ou des renards. Par exemple, dans certaines zones côtières, la biomasse des parasites appelés trématodes, elle est plus élevée que celle des oiseaux. De même que la biomasse des champignons pathogènes des plantes, elle est comparable à celle des herbivores dans certaines prairies. Ces découvertes montrent que les parasites jouent un rôle majeur dans l'énergie des écosystèmes, et elles peuvent fortement influencer la quantité de matière vivante qui va être produite par des plantes. C'est un petit peu l'adage, ne vous fiez pas à ce que vous voyez, parce que finalement, tout ce qui est caché est bien plus gros. C'est un peu l'histoire de l'iceberg, encore une fois, tu vois qu'un petit bout, tu dis, waouh, il est énorme ce truc, tu le retournes, le machin, c'est une pyramide. À noter que les parasites peuvent avoir un impact significatif sur la biodiversité en modifiant les relations entre les différentes espèces d'hôtes. Admettons un parasite qui vient sur moi, donc qui est capable de s'adapter à un humain, je suis humain, il va modifier mon comportement par rapport aux autres humains, c'est-à-dire que je vais changer de comportement à cause de ce parasite. Donc en gros, quand un parasite profite d'une espèce d'hôte, eh bien il peut rendre la vie plus difficile à d'autres espèces qui sont moins tolérantes. Par exemple, en Grande-Bretagne, il y a un virus qui est appelé le parapox. Ce virus, il infecte les deux types d'écureuils, mais il est beaucoup plus dangereux pour les écureuils rouges, ce qui a favorisé l'ascension des écureuils gris. C'est-à-dire qu'ils ont pris le pouvoir grâce à un virus, les écureuils gris. Et d'un autre côté, vous avez des parasites qui peuvent aussi augmenter la biodiversité en permettant à des espèces moins dominantes de coexister avec des espèces dominantes. Par exemple, sur l'île de Saint-Martin, dans les Caraïbes, vous avez le lézard Anolis gingivinus qui est généralement plus compétitif que le lézard Anolis watsi. Cependant, dans certaines zones de l'île, eh bien les deux lézards, ils cohabitent grâce à un parasite qui affaiblit le premier, le gingivinus. On dirait qu'il y a un problème de dents, gingivinus. Ça permet ainsi à watsi, non pas watsi B, de survivre correctement. La nature se régule comme ça. Sélection naturelle, on peut dire. Vous avez aussi un pathogène du sol qui est appelé le phytium, qui peut influencer la biodiversité du sol en influençant la pousse de certaines plantes. Tout ça pour dire que c'est extrêmement complexe. C'est pas aussi simple que la baleine mange la crevette mange du krill, le krill mange... Non. Entre-temps, vous avez 2-3 sangsues qui viennent comme ça... Elles viennent manger le jus de la vie. Je suis le pain de la vie, le jus de la vie. Évidemment, les parasites, ils régulent aussi les populations d'hôtes, parce que parfois, ils leur font pas du bien. À noter qu'ils causent rarement des extinctions massives, parce que la transmission de parasites qui peuvent affaiblir la population, elle va réduire cette transmission vu qu'il y a quasiment plus d'hôtes, donc ils sont souvent loin, ils se croisent très rarement. Les maladies se transmettent moins. En fait, c'est une sorte d'exponentielle à l'envers, je sais pas comment on dit. Ah bah c'est ça, voilà, la décroissance exponentielle, tout à fait. La courbe, c'est le nombre de transmissions, en fait, moins il y a d'hôtes, moins ça se transmet. Cependant, il existe des exceptions notables. Il y a toujours une brebis galeuse comme ça qui vient te fester la biodiversité. Toujours. Par exemple, le pathogène qui s'appelle Batrachio... Bon, le pathogène qui s'appelle comme ça, j'arrive pas à le dire. Dendrotidia... Oh, le nom de famille est pire, j'y arrive pas, c'est horrible. Donc ce pathogène, il a provoqué un déclin important des populations de grenouilles dans le monde entier. Malheureusement, les programmes de conservation, ils négligent souvent les parasites. Il y a pas de musée avec des petits parasites comme ça partout, c'est dommage. Je serais le premier à aller voir, j'adore ça. Et à noter qu'ils sont souvent plus menacés que d'autres espèces, surtout à cause du changement climatique. Parce qu'ils sont bien souvent relativement fragiles. C'est pas parce qu'ils sont dégueulasses qu'il faut qu'ils disparaissent, ils font partie du système. À noter que la hausse des températures mondiales, elle a déjà provoqué plusieurs extinctions massives dans le passé. Ce n'est pas Donald Trump qui confirmera ça. You are fake news. En plus, si une espèce qui est l'hôte d'un parasite, elle disparaît, évidemment ce parasite il va disparaître. Et bien souvent, il y en a même plusieurs qui disparaissent parce qu'un seul hôte contient plusieurs parasites différents. Alors la toxoplasmose, eh bien c'est une infection qui est causée par Toxoplasma gondii, non pas Gandhi. Ce parasite, il est très courant dans l'environnement et peut infecter une grande variété d'animaux, y compris les humains. Les chats sont les hôtes principaux du parasite, mais Toxoplasma gondii peut aussi se retrouver chez d'autres animaux comme les oiseaux ou les rongeurs. Il y a même une grande partie de la population mondiale qui vit avec la toxoplasmose. Alors, pour les femmes enceintes, c'est pas très bon, il paraît. Les infections, elles peuvent être asymptomatiques ou se manifester par des symptômes légers comme de la fatigue, mais aussi des douleurs musculaires ou de la fièvre, semblables à ceux
ceux d'une grippe. Alors des fois vous avez des poussées, des fois ça disparaît, voilà. En fait on peut même pas le percevoir. Moi je sais que je l'ai pas, j'avais fait un test bizarrement alors que j'ai eu plein de chats dans ma vie. Alors dans la plupart des cas, votre système immunitaire il va suffire pour contenir le parasite et cette infection elle nécessite pas forcément de traitement particulier. Le parasite il peut persister dans le corps à l'état latent, mais il va pas poser de problème pour la santé générale. Pour rester latent, alors attention c'est un peu dégueulasse, hein, ils font ça souvent les parasites, ils vont former ce qu'on appelle des kystes, donc ces espèces de petites boules dans lesquelles ils vont se mettre, et tout ça au niveau des muscles, et ils vont rester comme ça en dormance à l'intérieur. Il y a d'autres parasites, je crois, au Japon qui font ça au niveau des organes internes, donc là c'est un peu plus dangereux. Et ils font par contre des kystes gros comme ça, mon pote. Alors là c'est pas bon, hein, voilà. En plus je crois qu'il n'y a pas de traitement pour cette maladie. Ça s'attrape dans le poisson cru, hein, il me semble. Alors je m'étais un peu renseigné sur les parasites, parce que voilà, j'adore ça. Le mec a des passions bizarres. Les moutons, ils peuvent vous transmettre un parasite qui est dégueulasse. Comme un petit poisson plat, mais qui vient dans votre foie. Ça s'appelle la douve. Voilà, la douve. Tu deviens tout jaune, tu fais une jaunisse, ça te bouffe le foie. C'est énorme, c'est un truc, c'est gros comme ça. Hein. Ne faites pas de câlin aux moutons, hein, les gars, je vous le dis. Hein. Ça se met dans les canaux biliaires, là, et ça vient sucer comme ça les canaux biliaires. Ça adore ça. Alors sur la toxoplasmose, il existe des hypothèses assez incroyables. On pense que ça pourrait influencer le comportement humain, notamment pour favoriser sa transmission. Il y a des études qui ont montré que sur des rongeurs infectés, eh bien ils étaient moins effrayés par les chats, ce qui pourrait les amener à se faire attraper plus facilement, et donc à transmettre la maladie plus facilement. En 2011, au Gabon, le même comportement a été observé chez des chimpanzés qui étaient infectés. Malgré le fait que le léopard soit leur prédateur naturel, eh bien les chimpanzés semblaient attirés par le pipi de léopard. Il y a des gens qui extrapolent en disant que la toxoplasmose chez l'humain, elle influence notre comportement et nous fait aimer plus les chats, pour que justement la toxoplasmose se transmette à nous. Puisque si on les aime, on va faire comme ça avec le chat, on va lui faire comme ça, comme ça, comme ça, et du coup il y a plus de chances qu'on attrape cette saloperie. Sauf que ça reste une hypothèse, on n'a pas confirmé tout ça, mais il y en a qui le pensent, c'est pas moi qui le dis. Anomotaenia brevis, qui est un parasite fascinant qui infecte les fourmis. Et son effet, il est complètement incroyable. Contrairement à la plupart des parasites qui vont raccourcir la durée de vie de leur hôte, eh bien celui-ci, il semble prolonger celle des fourmis infectées. Les recherches ont montré que les fourmis porteuses du ténia vivent 3 fois plus longtemps que celles qui sont pas infectées. On a découvert que lorsqu'un ver s'installe dans l'intestin d'une fourmi, il semble pomper des antioxydants et d'autres protéines dans la circulation sanguine de l'insecte. Et ces protéines auraient un effet particulièrement bénéfique sur la santé des fourmis infectées, les aidant à rester jeunes et vigoureuses plus longtemps. Sauf que, évidemment, ce cadeau n'en est pas un. Toute médaille a son revers. C'est comme quand tu vas voter à un moment donné, là, tu te dis « Ouais, génial, il va me faire payer moins d'impôts, je vais voter pour lui !» Un an plus tard, tu te retrouves à payer le double. On est dedans, hein. Je donnerai pas de nom, mais vous voyez de qui je parle. Alors, c'est pas un cadeau pour la fourmi, parce que c'est plus pour la transformer en proie. Parce qu'en effet, ce parasite se développe mieux et peut se reproduire plus efficacement lorsqu'il infecte un oiseau. Et donc pourquoi il fait ça le parasite? Pour que la fourmi se fasse damer. C'est un peu comme à Noël quand on t'offre des savons. C'est-à-dire que t'as un cadeau, le geste est beau, mais ça veut dire que tu pues. Ainsi, le parasite, il a tout intérêt à ce que son hôte temporaire reste en bonne santé et jeune, parce que ça augmente les chances que la fourmi soit consommée par un oiseau, une fois qu'elle a grandi. Il y a même des parasites, figurez-vous, qui pourraient aider à réduire la pollution. Enfin, ils le font dans des poissons. Donc il y a des poissons qui sont infestés par des parasites qui sont appelés acanthocéphales, qui peuvent avoir des niveaux de pollution plus bas que les poissons qui sont non parasités. Parce que ces parasites qui sont dans les poissons, ils vont piéger les polluants, c'est eux qui vont les absorber. C'est-à-dire que vous avez une sorte de filtre Brita qui est intégré à vous-même. D'autres parasites sont même capables de rendre des petites crevettes appelées artémies plus résistantes à des substances toxiques comme l'arsenic. Évidemment, c'est une stratégie évolutive parce qu'ils ont tout intérêt à ce que leurs hôtes survivent pour survivre eux-mêmes. Ce qui est un peu paradoxal quand on parle par exemple de cancer, il y en a qui pourraient penser que c'est une sorte de parasite finalement le cancer parce que c'est un ADN modifié qui se reproduit tout seul. Sauf que le cancer, lui, il va tuer son hôte. L'immunomodulation, donc le fait de moduler votre système immunitaire, eh bien, c'est un truc qui est en pleine expansion parce que, figurez-vous que les maladies auto-immunes explosent. Les amis, la pollution vous fait bouffer de la merde. Donc il y a plein de maladies comme ça qui arrivent, les maladies inflammatoires, les maladies tout ça, là, les polyarthrites rhumatoïdes. Je suis sûr que parmi vous, il y a énormément de gens qui ont des maladies auto-immunes, que ce soit du vitiligo, des spondylarthrites ankylosantes, des maladies de Crohn, des rectocolites hémorragiques. Je suis sûr qu'il y en a plein. Les causes, elles sont multiples, mais c'est principalement notre environnement qui a complètement changé, où on a des choses qui sont artificielles, qu'on absorbe, la pollution, plus des facteurs génétiques. On va pas rentrer là-dedans, on connaît pas vraiment la cause, mais figurez-vous qu'il y a des vers qui sont testés pour
justement moduler notre système immunitaire qui pourrait déconner. Donc les vers intestinaux comme les trématodes et les nématodes, ils ont évolué pour vivre dans les intestins de leur hôte sans provoquer de rejet immunitaire immédiat. Pour atteindre cet objectif, les parasites ils vont sécréter une variété de molécules qui vont interagir avec le système immunitaire de l'hôte. Et ces molécules, elles peuvent justement inclure des protéines et des peptides qui ont ce fameux effet immunomodulateur, immunosuppresseur qu'on peut imaginer. Et donc réduire l'inflammation chez les gens qui ont des problèmes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire s'il y en a qui ont des trucs comme ça, des maladies auto-immunes. Je suis sûr qu'il y en a plein. Par exemple, certaines protéines sécrétées par les vers intestinaux, elles peuvent inhiber l'activation de cellules immunitaires comme les lymphocytes T et B, qui sont en partie responsables de la réponse inflammatoire. Et on sait que l'inflammation, c'est ce qui va provoquer après d'autres problèmes plus graves. Donc l'idée, c'est de réduire cette inflammation. Tout ça pour dire, sans rentrer dans des complications incroyables, que nos sociétés actuelles, avec tous les médicaments, les antiparasitaires, voilà, on peut tout supprimer si on veut. Eh bien, c'est pas la nature, parce que la nature nous a fait pour vivre justement en symbiose avec certains de ces vers, parfois. Il y a des théories qui avancent donc que le fait d'être trop propre, d'avoir des médicaments qui tuent toute la vie que vous pouvez avoir dans votre ventre, ça peut amener des maladies inflammatoires. Mais aussi tout ce qui est allergie, hein, parce que voilà, vous lavez, vous enlevez tout ce qu'il y a sur votre peau. Tous les jours, normalement, on se lave une fois. Théoriquement, on devrait être un peu plus crade. C'est ça. Moi, j'arrive pas, je suis obligé de me laver. Là, je me suis pas lavé aujourd'hui encore, faut que j'y aille. Là, je suis pas bien, là je pue. Là, vous avez pas l'odeur, je pue. Découlant de ça, il y a des études cliniques qui sont en cours pour évaluer justement l'efficacité de la thérapie par les parasites. Vous avez des vers intestinaux vivants ou leurs produits qui sont administrés aux patients afin de moduler leur réponse immunitaire. Et donc, cette approche, évidemment, elle est beaucoup plus saine, on va dire, parce que vous remettez finalement l'église au milieu du village. La nature là où elle devrait être, dans notre trou de balle. Non, je rigole. Bon, non, mais en gros, on devrait avoir des vers dans le ventre. Vous avez même à l'université de New York des résultats qui ont été observés qui sont plutôt prometteurs, en traitant notamment des singes qui souffraient de diarrhée chronique avec des vers de porc. Il y a des scientifiques qui font des expériences incroyables. Le mec se lève le matin pour aller voir son singe qui a la chiasse. Alors non seulement ces animaux, ils ont montré une amélioration notable de leurs symptômes, mais leur flore intestinale, elle a également présenté des changements significatifs après l'infection. Au sein de l'hôpital Prince Charles de Brisbane, vous avez une étude qui a été menée sur 12 patients atteints de la maladie de cœliaque. La maladie de cœliaque, c'est une intolérance au gluten, c'est-à-dire que si vous mangez du pain avec du gluten, votre intestin grêle se décompose littéralement. Et donc ces patients, ils sont inoculés avec des nématodes, des vers ronds, tandis que le gluten, il est progressivement réintroduit dans leur alimentation. On a remarqué que justement, le ver permettait de remanger du gluten, voilà, à une certaine échelle. C'est encore en phase de test, hein, donc. Alors il y a un truc un petit peu moins sympa. Là, on n'est pas sur le parasitisme, on est sur le truc dégueulasse, mais c'est cadeau. Quand vous avez un problème de microbiote, il arrive, parfois, il y a des tests qui sont faits là, un petit peu comme ça. Ça se passe souvent dans la cave de l'hôpital. On appelle ça une transplantation fécale. Tout est dit. C'est-à-dire que vous allez prendre voilà, le truc de quelqu'un et on va vous le faire manger. Alors vous le mangez pas à la cuillère, hein. C'est pas une glace au chocolat, calmez-vous. On vous met un petit tuyau dans le nez et on vous fait passer le caca du voisin à travers le tuyau. Bon, dit comme ça, c'est dégueulasse, mais il faut savoir que ça peut sauver des vies. Hein. Un jour, vous pourrez être amené à donner votre caca comme vous donnez votre sang aujourd'hui. On évitera de manger un cassoulet avant le don, hein, s'il vous plaît. En raison de leur avantage dans de nombreux écosystèmes, eh bien les parasites ne devraient pas être complètement éliminés de la planète, évidemment. À l'opposé, il y a évidemment des parasites qui représentent une menace sérieuse pour la santé des humains et des animaux. Et par conséquent, il est crucial de trouver un équilibre entre la présence des parasites, la santé humaine et animale, mais aussi la qualité de l'écosystème, tout en respectant les principes actuels de santé. Normalement, évidemment, la nature s'auto-équilibre d'elle-même, mais on fait aussi partie de la nature, alors pourquoi on n'a pas notre mot à dire? C'est nous qui choisissons qui vit, qui meurt. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Mes chers compatriotes, j'espère que vous aurez encore une fois apprécié ce vidéogramme. Je vous invite à vous abonner en masse. Venez chez Père Tounelard, il y fait bon vivre. Je vous dis encore une fois à la prochaine. N'oubliez pas les petits pouces, ça soutient la chaîne. Merci à tous, c'était Touni. Au revoir.